Bonjour à tous. Donc, c'est le dernier atelier qui clôt l'ensemble des 5 ateliers qui se sont déroulés de manière un peu différente cette année. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais On voit la mer. je crois que j'aimerais bien. Attendez, je vais repartager le PowerPoint. Ah. Alors, atelier. Voilà, normalement c'est bon. C'est bon. Ok, merci Lucie. Donc on va pouvoir commencer la présentation qui peut nous servir de fil conducteur. Donc en fait, l'idée de ces ateliers, c'est aussi pour vous donner un panorama général de comment à peu près le nombre de, un peu qu'est-ce que ça représente à peu près comme volume d'intervention, les moyens qui vont être développés. En fait, c'est pour vous sensibiliser sur le fait que les chiffres peuvent paraître faibles, mais en fait, c'est pas négligeable quand il y a un incident qui intervient sur le réseau, vous allez le voir par la suite, et que, comme le disait dans le premier atelier Cédric Foreau, on est bien orienté dans le département de l'Isère sur les ratios entre le nombre de déclarations d'intention de commencer les travaux et le nombre de dommages aux ouvrages qui peuvent intervenir, d'incidents. Ceci dit, on reste quand même sur un plateau. Donc c'est pas négligeable et il faut continuer à être vigilant, et c'est l'objet de ces ateliers. Alors on vous a proposé un petit sommaire pour vous rappeler les organisations face à un dommage ouvrage, les différents seuils de déclenchement des interventions, puisque c'est gradué en fonction du type, et comment c'est qualifié, qu'est-ce que ça engage du point de vue la mobilisation en moyens humains et en matériel, avec des seuils de déclenchement, donc c'est de ces différentes interventions. Des exemples de Saint-Égrève, Saint-Simon-de-Brécieux, et là que j'ai pas rajouté, c'est l'exemple d'une intervention que fera Monsieur Paumet sur Tignes-Jamézieux, qui a vécu un incident en 2019. Alors, ce sont des rappels sur la gestion des appels et sur la manière dont ils sont traités. Donc, en fait, ils peuvent, tous les appels, bien entendu, ne vont pas, se traduisent pas par une intervention des pompiers. Donc, sur certains, soit il y a un déplacement sur place de l'exploitant, et en fonction des analyses, il peut venir à faire intervenir les pompiers. Il y a une petite question qui est liée à... On voulait faire un sondage, ça n'a pas marché, mais c'est pour vous rappeler que dans la réglementation, les exploitants de réseau sont tenus d'intervenir en moins de 60 minutes. Alors, je vois qu'il y a des gens de GRDF, n'hésitez pas à me couper si vous avez des choses à dire au cours de ma présentation. Donc il arrive parfois que certaines interventions dépassent les 60 minutes. Il y en a quelques-unes dans l'année. Sur
pour vous donner une idée du nombre de signalements qui sont faits essentiellement par téléphone et par an, j'ai repris les chiffres de 2019. Donc, il y a eu 2831 signalements collectés, toutes sources de canaux confondus. Sur le périmètre de TO38, donc je vous rappelle, le périmètre de TO38, c'est globalement le département de l'Isère sans la métropole. La métropole Grenoble-Alpes Métropole a repris la compétence depuis 2015 ou 2016. 2015, effectivement, avec l'application de la loi Mattal. Voilà, et donc c'était pour vous donner l'information sur quelques informations, mais qui intéressantes sur qui est-ce qui appelle en général. Donc bien souvent ce sont des clients qui appellent. Donc le plus simple souvent c'est qu'ils utilisent le numéro d'appel qu'il y a sur leur facture. La plupart du temps ce sont pour des manques de gaz ou des fuites de gaz, ou plutôt des fuites ou odeurs de gaz. Fort heureusement assez peu sur des incendies, mais ça représente quand même 10%. Et quand on regarde l'analyse des incidents qui nous sont fournis par l'exploitant, on constate pour l'année 2019 que sur les 2831 appels, seulement, je ne sais pas s'il faut dire seulement, mais il y a eu 67 dommages aux ouvrages constatés sur les causes des appels. Une autre information pour vous sensibiliser, c'était pour vous montrer combien l'activité est importante. Donc sur les DICT, donc tout le monde sait ce que c'est, j'imagine, une DICT, c'est une déclaration d'intention de commencer les travaux. Par jour, à proximité du réseau. Alors, c'était pour vous donner un ordre de grandeur, est-ce que c'était plutôt 2, 5, 10 ou 20? Et il se trouve que on est sur un chiffre de 19,66 exactement DICT par jour qui correspondent à des travaux qui sont à proximité des ouvrages. Donc c'est considérable. Et ça, c'est hors métropole grenobloise. Une autre information qui concerne la gestion des appels, pour vous montrer comment sont gérées les grilles et les analyses comment sont qualifiés les incidents. Donc, que ce soit Greenalp, GRDF ou le 112, il y a des interconnexions. Ensuite, chaque centre d'appel a une grille commune d'analyse de traitement des appels. Et donc ça peut, en fonction on verra plus loin le type de grille d'analyse, on vous montrera un peu comment ça se passe. On peut engager une procédure pompier, une intervention pompier ou pas, et qui est de deux types. Donc une procédure gaz classique et une procédure gaz renforcée. On verra qu'est-ce que ça mobilise comme moyen humain. Une autre petite question qu'on s'était amusé à vous faire poser, mais qu'on n'a pas pu. On avait initialement prévu un petit quiz. Combien y a-t-il de procédures gaz renforcées, donc qui est quand même assez lourde, puisque vous avez vu le diapo précédent, on mobilise pas mal de pompiers pour une procédure gaz renforcée. Donc sur l'Isère, en 2019, il y en a eu, je ne sais plus, et qui est-ce qu'elle a, Sophie, je ne me souviens plus. Lucie, je pense que la réponse est dans la note. Dans le PowerPoint. Dans le PowerPoint. Je crois qu'il y en a eu 8. Je crois qu'il y a eu 8 procédures gaz renforcées cette année, en 2019.
Euh, pour vous montrer combien c'est important de faire attention et qu'est-ce que ça mobilise comme moyen chez les pompiers, une procédure gaz renforcée, ça mobilise 18 pompiers. Hein. Donc c'est assez impressionnant, je pense, pour les gens qui l'ont vécu. Et on aura le témoignage de M. Paumet en fin de présentation. Avec des moyens, avec une zone de périmètre de sécurité, donc forcément une zone d'exclusion dans les 50 mètres, une zone contrôlée au-delà de 100 mètres, et ce qu'on appelle une zone de soutien. Donc là, dans ce cas-là, c'est le SDIS qui prend la main et qui est en contact avec GRDF. Mais tout ce dispositif a été mis en place suite aux incidents, en particulier qui sont intervenus cours Lafayette à Lyon, il y a quelques années de cela. Et pour GRDF, donc GRDF mobilise un intervenant sécurité pour une intervention simple, ce sont les interventions qu'on a vues tout à l'heure, jusqu'à la procédure de mise en procédure classique. Ensuite, il y a un renfort supplémentaire, 2 personnes supplémentaires en termes de moyens humains, c'est une procédure gaz renforcée, et il peut y avoir encore des choses supplémentaires, et là, je laisse la parole à Hervé pour vous montrer, vous présenter les autres diapos qui concernent ce volet réglementation, qui vient renforcer encore possiblement les moyens que met en service GRDF. En effet, merci Bruno. Donc Hervé Lombard de Grenoble-Alpes Métropole, pour ceux que je n'ai jamais rencontrés. Donc je remercie le TE38 d'inscrire la métropole de Grenoble dans cet atelier et de contribuer, de participer en qualité de deuxième AOD Gaz du département de l'Isère. Donc en effet, l'arrêté du 13 juillet 2000 prévoit certaines dispositions en fonction de l'événement. Donc s'il est particulièrement significatif, il prévoit cet arrêté de mettre en place, de développer 2 plans. Le premier, qui est le plan COREG, qui va orienter la mise en application d'une stratégie de communication interne, mais aussi externe, afin d'intervenir et de prévenir les clients, dans un premier temps, et aussi les collectivités, c'est là où ça nous intéresse au premier plan, afin de suivre et d'orienter aussi GRDF et les sapeurs-pompiers dans les dispositifs et aussi les infrastructures dont ils auront besoin pour déployer leurs moyens et leurs ressources, comme le soulignait Bruno. Deuxième plan, c'est l'Origaz qui, lui, s'appuie sur les aspects techniques et organisationnels. Donc, au préalable, un petit rappel qui a été réalisé dans les ateliers précédents, c'est que fait-on lorsque l'on constate qu'il y a un accident? Eh bien, une règle simple est à appliquer, c'est la règle des 4A. Et ce qui permet bien de prendre la mesure, notamment pour les sapeurs-pompiers et ensuite GRDF dans le cadre des échanges entre le SDIS et GRDF, eh bien c'est dans un premier temps d'arrêter les engins de chantier, donc de circonscrire la zone, d'arrêter toute activité qui pourrait induire des incidents supplémentaires, donc que la situation dégénère. La deuxième chose qui s'ensuit très rapidement, c'est d'alerter les secours, donc d'appeler les pompiers. Rappel, ces 2 numéros tels qu'ils sont inscrits, le 0800 47 33 33 pour GRDF, donc en complément des pompiers, bien que ceux-ci s'assureront de prévenir GRDF dans les temps, et Greenalp, bien évidemment, pour les différents secteurs concernés par la distribution du gaz, au 04 76 84 36 36. Donc, comme c'est indiqué, l'alerte est donnée par une personne présente sur le terrain, capable d'identifier le risque. C'est très important, nous allons voir, puisque les analyses vont être effectuées en fonction de ce qui sera rapporté par cette personne présente sur site. Les 2 derniers A portent sur l'aménagement du périmètre de sécurité, comme le soulignait Bruno,
suivant donc cette zone qui va être aménagée en fonction de différents secteurs et qui ira jusqu'à l'exclusion des personnes, donc des clients desservis, afin de les mettre en sécurité. Et enfin, d'attendre sur place les équipes de secours, pompiers, équipes, urgence, sécurité, gaz, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'intervention malheureuse sur site. S'ensuit, comme je le précisais, cette grille commune d'analyse en fonction de ces observations réalisées sur site et après la mise en sécurité et l'application des règles des 4A. C'est cette grille d'analyse qui s'appuie sur les deux premiers sens, ce que l'on voit, ce que l'on entend, et où on le voit, qui est aussi très, très important, même capital, pour les sapeurs-pompiers et pour GRDF, savoir si l'incident ou l'accident s'est déroulé sur la voie publique, dans un bâtiment, et s'ensuit donc la mise en application de certains TAMIG qui vont affiner l'analyse, la présence de travaux si ils sont à proximité ou d'un accident, déjà ça donnera les premières orientations, et si c'est dans un bâtiment, donc sur la voie publique, dans un bâtiment, la présence aussi de travaux, la présence donc dans le bâtiment de ces travaux, à côté du bâtiment, etc., etc. Et l'on va décliner de manière à bien s'assurer qu'on s'orientera vers soit une procédure gaz classique ou une procédure gaz renforcée, qui définira le nombre de moyens et de ressources à mettre en œuvre pour agir efficacement sur le site de l'accident. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, les consignes de sécurité qui, bien évidemment, sont remises et sont aussi à connaître dans la mesure du possible par tous les intervenants, mais aussi par les personnes qui auront constaté cet accident. Eh bien, c'est d'identifier si les fuites, comme je le précisais, viennent de l'intérieur, donc d'un bâtiment, de l'extérieur, donc avec dommage, hors dommage, avec fuite. Donc là, c'est l'odorat qui va entrer en ligne de compte, en complément éventuellement de l'ouïe ou du constat visuel, et qui permettra d'identifier la fuite si elle est plus ou moins importante en fonction de cet odorat. Il y a aussi un certain nombre de gestes, comme c'était précisé auparavant avec cette règle des 4A, eh bien, un certain nombre de gestes à mettre en œuvre, c'est d'éteindre les cigarettes, de ne pas appeler dans la zone dans laquelle on constate cette fuite, par l'odorat, par le bruit ou visuellement, eh bien d'appeler avec son téléphone portable. Ce sont des gestes élémentaires, mais qui éviteront le pire, et il est donc nécessaire de s'écarter, donc de circonscrire la zone, de limiter, voire d'exclure toute évolution de passants, d'usagers dans ce secteur où a eu lieu l'accident, de s'en reculer le plus loin possible afin de mettre tout le monde en sécurité. Et donc de cesser de fumer, capital, et d'appeler avec son téléphone en dehors de la zone, donc de s'en reculer le plus loin possible pour pouvoir contacter le SDIS et GRDF. Ces consignes de sécurité évoquées, donc comme il est précisé dans l'arrêté 2000, donc il y a deux plans qui sont mis en œuvre. Ces deux plans, donc Coreg et Aurigaz, impliquent les différents acteurs de manière distincte. Coreg qui va, comme le précise en fait cet acronyme, qui assure la gestion de la communication interne et externe des aspects techniques et aussi sociaux et de la clientèle, eh bien, organise, informe, communique et assure l'appui logistique, qui est capital. Là, je l'évoque au titre des collectivités, puisqu'il, eh bien, en fonction de la durée d'intervention, GRDF, les agents de GRDF, du SDIS, auront besoin d'infrastructures pour les accueillir afin de pouvoir satisfaire les premiers gestes élémentaires, manger, se reposer, et aussi d'établir le PC, le quartier général, qui permettra de coordonner les ressources sur le terrain. Ces éléments, bien entendu, sont pilotés par Aurigaz,
puisque quartier général établi, Aurigaz, le plan Aurigaz, lui permettra d'évoluer sur le plan technique et d'établir des stratégies d'intervention en partenariat et même en échange permanent avec le BEX et aussi le PCO pour identifier les différents organes du réseau qu'il faudra activer ou désactiver, donc fermer, notamment les vannes, afin de circonscrire la fuite, voire l'incendie, et de permettre ensuite d'intervenir en toute sécurité. Donc chaque acteur est bien identifié, et ce qui est capital pour GRDF, pour le SDIS, pour les collectivités et aussi pour les usagers, c'est de s'assurer que chacun évolue dans sa mission, établisse et déroule son plan sereinement, sans être, sans qu'il y ait d'interférence directe. Donc le BEX, qui lui est éloigné, puisqu'il couvre toute la partie des Alpes, une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est le BEX, le bureau d'exploitation de GRDF, qui est en relation permanente avec Aurigaz. Et Aurigaz, ce sont des bulles, c'est important de le souligner, et il faut respecter les différents plans et aussi organisations de communication pour que ces cellules puissent évoluer de manière efficace, voire efficiente, et circonscrire très rapidement l'accident. Excuse-moi Hervé, je te coupe, je crois que Monsieur Paumet voulait parler. Je ne sais pas si Lucie, tu peux donner la parole à Monsieur Paumet peut-être. Je peux la prendre, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, tout ce que vous êtes en train de dire, là, ça me paraît extrêmement important parce que j'ai l'impression de revivre la même histoire que j'expliquerai tout à l'heure. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et c'est là où je viendrai tout à l'heure témoigner de cette fuite de gaz. Parce que tout ce que vous êtes en train d'expliquer, ce qu'on a mis dedans comme... parce que bien sûr, ça fait peur à vous entendre. Mais c'est l'aspect humain, ce sont quand même des hommes sur le chantier et ces hommes sont sensibles à ce que disait l'environnement. Là, c'était à proximité d'une école. Donc, il y a une espèce de pression qui se met en route quand c'est des chantiers un peu délicats, on va dire comme ça. Et aujourd'hui, on est confronté à ça aussi. Donc, cette pression est faite aussi sur les agents, sur les agents de terrain, on va dire, qui sont sur des chantiers comme ça. Voilà, mais je reviendrai dessus tout à l'heure et ça confirme bien. Et ça s'est quand même plutôt bien passé. Et c'est entre le BEX, tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, cela me conforte dans le déroulé, les explications que j'apporte dans le cadre de ces webinaires. Un petit rappel sur justement la mise en application de ce plan Aurigaz, qui comporte ces 4 cellules avec un rôle bien défini pour chacune d'entre elles et qu'il est nécessaire de respecter et d'accompagner le plus possible, et notamment, comme vous le précisiez, M. Paumet, d'une manière très proche, donc de façon à bien appréhender ou interpeller la cellule Correg des spécificités locales et qui permettront de faire évoluer plus rapidement et circonscrire plus rapidement le sinistre. Donc, comme je l'évoquais, cela induit évidemment une répartition des rôles avec au premier plan les collectivités, puisque ce sont les premières qui informeront les administrés, mettront en place ou orienteront le SDIS dans la mise en place, et GRDF, dans la mise en place de ce périmètre de sécurité. Alors, je n'oublie pas non plus Greenalp, qui est notre premier gestionnaire de réseau sur la métropole, qui sont aussi impliqués dans cette application du plan Aurigaz. Alors, par contre, nous avons perdu la présentation. Il restait quelques diapos. Je m'en occupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors. Donc, en attendant que cela se réaffiche, nous en étions donc à la répartition des rôles. Donc,
avec voilà, au premier plan les collectivités, les entreprises, l'entreprise alors, dès lors que c'est une entreprise qui effectue, enfin qui malencontreusement réalise un accrochage réseau, cela arrive aussi, mais pas que, hein, puisqu'on évoquait le cas de Saint-Égrève où l'incident était différent, hein, c'était lié à l'incendie d'un scooter qui était posé sur un coffret gaz et qui a mis le feu au compteur gaz, hein, et donc induit des risques d'explosion dans le bâtiment qui le desservait. Donc, le rôle de la collectivité, qui est capital et de premier plan, puisque il permet les élus, les agents de la collectivité aussi qui accompagnent dans les interventions, dans l'intervention de GRDF, du SDIS, de Greenalp, eh bien, il faut les accueillir et pour cela, il est nécessaire de faire une approche très rapide, de mettre à disposition les infrastructures donc, de type salle de réunion, salle d'école, gymnase, salle des fêtes, de façon à accueillir le QG du gestionnaire de réseau afin qu'il puisse eh bien, coordonner ses équipes le plus près de l'incident, le plus près de l'accident, d'assurer aussi et d'orienter pour les aides logistiques, hein, puisque forcément, si l'accident est d'une envergure certaine, eh bien, ces intervenants vont rester sur une certaine durée sur cet accident. Bon, le cas de Saint-Égrève, ils sont restés 4 jours, donc il faut forcément penser à l'hébergement et à l'alimentation de toutes ces personnes qui s'impliquent dans la réparation du réseau et aussi la mise en sécurité du site. Donc, c'est capital de les accompagner, d'accompagner donc nos gestionnaires réseau, GRDF, Greenalp, dans ces cas qui sont des situations de crise, et il faut agir vite, bien, et surtout de les accompagner le plus efficacement possible. Donc, comme c'est précisé, en rappelant par séquence, la première intervention donc, porte sur cette mise en sécurité du site pour permettre cette circonscription du risque et l'intervention dans l'objectif de cette remise en état la plus efficace possible et une remise en service progressive. Alors cette remise en service progressive, là aussi, hein, elle se déroule dans un premier temps en fonction des usagers qui sont présents. Et ceux qui ne le sont pas, eh bien, il ne sera pas possible de redémarrer leurs installations gaz par mesure de sécurité, hein, c'est ce qu'on comprend parfaitement. Et là, c'est GRDF qui assure le boitage, un boitage d'une information qui permettra à l'usager, au riverain, de prendre connaissance que son installation gaz a été arrêtée hein, dans le cadre d'une certaine situation. Et donc, en contactant GRDF, eh bien, les agents de GRDF accompagneront ces riverains dans la remise en service de leurs installations. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je passe la main à Bruno. Oui, je reprends la parole pour vous expliquer le rôle de la collectivité concédante. Alors, c'est quoi la collectivité concédante? C'est juste un rappel un peu juridique sur la distribution publique de gaz. Il faut avoir en tête que c'est un service public communal qui date, cette compétence communale elle date de la loi elle est très vieille, puisque comme pour l'électricité, dès la loi 1905, ça a toujours été une compétence communale. Donc ça veut dire que les collectivités sont propriétaires des réseaux et elles ont le choix de la gestion du service public qui, la plupart du temps, est fait sous la forme d'une concession. Dans l'Isère, on a quelques régies. Enfin, le plus connu, c'était GEG Greenalp sur Grenoble. Maintenant, c'est plus... et puis Saint-Marcelin, les zones de Saint-Marcelin. Alors maintenant, je pense que on est, avec l'apparition de Greenalp, on est plus sous la forme d'un contrat de concession on est plus revenu du côté des contrats de concession que des régies. Mais il subsiste encore quelques particularités de ce type-là dans l'Isère. Donc ça veut dire qu'il y a un contrat de concession et du coup l'autorité concédante donc
sur le département, c'est essentiellement Grenoble, la métropole et le territoire énergie d'Isère, demande des comptes sur la gestion du service. Donc, le suivi dans le temps des incidents et leurs caractéristiques. Je vous ai montré les diapos tout à l'heure, comment on pouvait qualifier, comment on caractérisait les incidents, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et suivre la qualité de la collecte de l'information, donc ça c'est aussi important. Nous avons travaillé avec Greenalp là-dessus et il y avait des progrès à faire et du coup c'est en cours d'être fait parce que jusqu'à présent cette collecte était assez souvent manuelle. Là elle va devenir de plus en plus informatisée, donc ça permettra d'avoir plus de recoupement d'informations. Et enfin le TO38 en tout cas a participé à des exercices de sécurité avec Greenalp, donc 2 en 2018 sur la zone de Morestel, sur la commune de Vaison-Curtin, avec une simulation d'incident sur un îlot propané, avec l'arrachement d'un coffret gaz. Et une particularité de la distribution publique de gaz depuis la loi de 2002, c'est qu'on peut maintenant créer une distribution publique de gaz via des îlots propanés, donc plutôt que le stockage de la cuve de stockage ne se retrouve plus dans le jardin du particulier, mais elle se trouve sur la voie publique avec l'emprunt le service de distribution publique de gaz, Propane, utilise les voies publiques. Un autre exercice qui s'est conduit avec les pompiers de Châtes, pour lequel on a participé également, donc en mars 2019, donc dans la zone de Saint-Marcelin, où il y a, en particulier la commune de Châtes, où il y a beaucoup de zones d'activité qui sont alimentées au propane. D'autres informations qui concernent le grand public, c'est sur le site que met à disposition GRDF sur les infos coupures, donc qui permettent, lorsqu'on a une coupure de gaz, mais aussi qui a été adapté pour les collectivités où on a une visualisation cartographique de l'incident et vous pouvez suivre la date de déclenchement, l'impact de l'incident, les délais prévisionnels de rétablissement, si vous avez des questions lorsqu'on est une collectivité qu'on est interrogé par les usagers sur l'incident. C'est à souligner. On voulait vous montrer quelques retours d'expérience, en tout cas mettre le point sur un certain nombre d'incidents qui sont intervenus en 2019. Alors sur Saint-Simeon-de-Brécieux, malheureusement on n'a pas pu avoir le témoignage de monsieur le maire, monsieur Savignon, qui est à la fois maire de Saint-Simeon-de-Brécieux et pompier, mais il nous a fait part de son retour d'expérience. Donc là, il y a eu 2 PGR coup sur coup. Ah, tout à l'heure, je me suis trompé, c'est pas 10, c'est 18 qui a eu, c'est 18 PGR qui ont eu lieu en 2019 sur le territoire énergie d'Isère. Et là, il y a eu 2 PGR coup sur coup, le 18 janvier et le 25 février, avec une évacuation des riverains. Donc le premier, c'était la démolition du bâtiment, qui a arraché une canalisation. Et à nouveau, sur ce même chantier, il y a eu un deuxième arrachage. Donc, la commune nous a fait part des moyens qu'elle avait mis en place. Et il se trouve que justement, c'est en période de chauffage, donc en janvier-février, ce qui n'est jamais la bonne période, avec une mobilisation du personnel pour distribuer des boissons chaudes. À noter que le plan de sauvegarde communal qui existe sur Saint-Simeon-de-Brécieux n'a pas été utilisé. L'autre Rex, c'est sur Tignieux-Jamézieux, pour lequel monsieur Paumet a déjà intervenu, puis je vais lui relaisser la parole en recontextualisant les faits.
C'est un incident proche d'une école élémentaire, donc en décembre, pendant la période de chauffage, avec 292 clients coupés, une procédure PGR avec évacuation et un rétablissement dans les 2 jours. Maintenant, M. Pommet, si vous voulez continuer à exprimer votre retour sur cet incident, je vous laisse la parole. Attendez, c'est bon, voilà, bonjour à tous. Voilà, donc merci Bruno de me laisser cette parole. Alors moi, c'est un témoignage, je vais dire positif. Il faut quand même le dire, dans ce monde un peu, des fois, de solitude. On va se transposer, donc c'était bien au mois de novembre, octobre ou novembre, j'ai plus la date en tête, mais en 2019, voilà, proximité des écoles, c'était une prestation qui était faite par le syndicat des eaux, où on adhère, c'était un changement de conduite d'eau potable, c'était changement et une rénovation de la conduite d'eau. Et donc, donc c'est sur voie publique, bien sûr, un carrefour. Et donc, l'entreprise prestataire pour le syndicat avait des travaux à faire, exécutés à proximité d'une école qui était compliquée par rapport aux écoles. Alors, ce qui est compliqué, c'est la mise en chantier, les travaux. Et une école où il y a 900 et quelques gamins qui traînent, il y a beaucoup de parents avec des voitures et il y avait plutôt une pression mise sur le chantier, enfin sur les gamins qui traversaient le chantier, même s'il y avait des balises, des fois les barrières étaient même enlevées pour mettre des voitures à la place. Vous voyez, c'était un peu ce cas-là qui était difficile. Donc ça, c'est le contexte. L'entreprise donc de TP a fait des travaux. Et dans ces travaux, bien sûr, ils ont fait toute la partie administrative des ICT. Le traçage des réseaux a été exécuté. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, comment ça s'est passé? C'est plutôt donc une semaine qui était d'automne, comme je disais. Et comme la pression a été mise sur l'entreprise par rapport aux écoles, ils ont automatiquement, comme ça s'est passé un mercredi, l'école est fermée le mercredi. Et ils ont mis un peu, je vais aller dire en jargon technique, ils ont mis le paquet le mercredi. C'est une interprétation, mais ce n'est pas une validation, entre guillemets, officielle. Ils se sont dépêchés, on a profité que les parents ne soient pas là, que les gamins ne soient pas là pour accélérer. Et donc, la conduite de gaz qui était en traversée d'un carrefour nous ont signalé, une fois que l'incident a été fait, elle a pris un coup de pelle, tout simplement, malgré le traçage, malgré tout ce qui a été fait. Et c'est vrai que c'est un carrefour qui a été pas si vieux que ça. Et le doute s'est installé parce qu'ils m'ont dit que c'est l'entreprise qui m'a signalé comme quoi il n'y avait pas de grillage avertisseur. Mais on a un doute si ça a été un fonçage qui a été fait. Je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de grillage avertisseur forcément. Ou il a été enlevé. Enfin, il n'était pas présent sur le chantier. Voilà, ça, c'est les circonstances. Donc, ça, c'est arrivé autour de... Il me semble que c'était autour de 11h30 à peu près dans ces zones-là. Et donc, avec le maire, j'étais avec le maire, on a été avertis de suite, bien sûr. Les pompiers ont été avertis, le SDIS de Poncherry, qui sont intervenus très rapidement. Pour ça, quand Bruno me disait alors 60 minutes, c'est long, 4 bars, une conduite 4 bars qui souffle dans un chantier, c'est vraiment très, très long. C'est déprimant pour les habitants, c'est déprimant pour les gens du chantier. Enfin, c'est vraiment la panique totale dans le quartier. Donc, le réflexe total qui a été fait, c'est qu'il faut remercier comme entreprise, c'est qu'ils ont évité, ils ont barré, bien sûr que la route était barrée, et ils ont commencé à évacuer les personnes. Ils ont mis à l'écart, et je trouve que c'était une bonne idée. Les pompiers étant arrivés, le SDIS de Poncherry est arrivé très rapidement aussi, il faut le signaler. Et derrière, l'évacuation, donc c'est tout de suite le plan renforcé, le PCR, le plan procédure gaz renforcé, donc le GRDF a été appelé, bien sûr. Et donc, c'est à proximité de la mairie, ça a été facile d'organiser à partir de la mairie des salles de réunion. Donc, on a mis à disposition la salle du conseil pour les enfants, les parents qu'on avait fait évacuer par les pompiers, bien sûr. Et donc, le GRDF, lui, on leur a donné notre salle pour qu'ils organisent leur plan de secours et de mise en sécurité. Ça, c'est quand même très, très... Et c'est là où je voudrais remercier, c'est que tout ce que vous avez dit tout à l'heure, le représentant j'ai perdu votre nom, de gaz,
toute la procédure, j'avais l'impression de la revivre. Ça s'est vraiment passé comme ça a été décrit dans le document. Et c'est là où il faut remercier, c'est efficace, c'est efficient, c'est rapide. Il n'y a pas de souci majeur, il y a une espèce de communauté de services publics que j'allais dire, quand même, il faut signaler. Et tout est pris en compte. Voilà, tout le monde a joué le jeu. Les services techniques, bien sûr, ont été dépêchés aussi pour ravitailler en eau, enfin en boisson, parce que ce n'était pas dans l'ordre de méridien. Entre la nourriture des enfants, des parents, des personnes âgées, il a fallu organiser tout ça. Donc ça, c'est la commune avec les pompiers de SDIS qu'on a évacué. Le périmètre a été fait par bien sûr GRDF et les pompiers, et ça s'est très très bien passé, il faut reconnaître. Alors je reconnais que l'entreprise, ils étaient des jeunes en question que je vous disais tout à l'heure. C'est un jeune, bon, je ne dis pas que je suis contre les jeunes, mais c'est peut-être cette pression qu'il a reçue, puisque ça reste des hommes, ils voulant bien faire, ben, ils ont fait une erreur technique, enfin ils ont mis une erreur, ils ont mis un coup de pelle, et la question que je me suis dit, est-ce que c'était l'outil qui était adapté? Est-ce que c'était pas un camion, entre guillemets, aspirateur qu'il aurait fallu? C'est des questions que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais pour l'avenir, forcément, il y a des choses qu'on dit à ces entreprises. Il y a un grillage avertisseur, et là, il n'y en a pas, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas de partout. Oui, c'est des choses qu'il faut peut-être qu'on change de stratégie. On part peut-être du principe qu'il n'y a pas de grillage. S'il y en a un, c'est tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Il faut faire avec. Il faut peut-être faire plus délicatement avec un camion aspirateur. Enfin, ça, c'est des propositions d'amélioration. La finalité, c'est qu'il y a eu énormément de coupures. Il y a 200, il y avait 200, j'ai perdu, vous avez dit Bruno, 260 292 clients coupés. 292. C'était la gestion qui a été plus complexe après pour GRDF, parce qu'ils sont limités aussi à faire, on ne peut pas faire trop d'heures, mais c'est des équipes qui viennent un peu de plus loin, bien sûr, en renfort. Et c'était la gestion des heures, c'était la nuit, ça c'était déjà la nuit, donc on était perturbé par la nuit, hein, parce que je voyais de midi à peu près lors de l'accident, on s'est vite retrouvé à 9h, 10h, 11h du soir, à remettre des gens en service, voilà, s'ils étaient présents. La difficulté était, c'est qu'il y avait des gens présents et non des non présents. Donc le présentiel, ça a été facile. Ce qui était plus difficile, c'était le boitage, comme vous avez signalé tout à l'heure. Le boitage, c'est facile sur papier. Quand il faut chercher une boîte aux lettres la nuit, c'est pas si évident que ça. Et puis, il y a eu des erreurs, bien sûr, des couacs, mais c'était la partie la plus délicate qu'on a eu à gérer, c'était la remise en service après. Voilà, pour info, la mairie était coupée aussi en gaz. On n'a pas de chauffage dans la mairie, mais bon, ça, c'est moins grave. Mais derrière ce boitage, ça a été vraiment la difficulté majeure qu'on a rencontrée, et la remise en gaz, la suite, comme toute intervention, c'est la suite qui a été plus longue et difficile et fastidieuse, et les gens ne comprenaient pas cette façon d'être présentiel. Enfin, ils ne comprenaient pas. Ils ont bien compris, mais ils voulaient qu'il y ait quelqu'un de suite et rapidement, quoi. Voilà, mais moi je voulais tenir à souhaiter quand même, c'est remercier toutes ces collectivités, le SDIS, le GRDF, les services de la mairie. Tous ces gens ont joué le jeu, et ça me paraît extrêmement important, cette sensibilité de rendre ce service public. Et j'ai trouvé que tout le monde a été à la hauteur. Je remercie aussi le TE38, hein, exactement. Hein. Mais tout le monde a été à la hauteur, tout le monde a joué le jeu, et on essaie de vraiment je veux dire, c'est une mauvaise expérience, mais il n'y a pas eu d'incident grave, et il n'y a pas eu de dégâts majeurs, quoi, voilà. Donc je trouve que ça s'est bien déroulé, et ça fonctionne plutôt très très bien. Voilà, c'était mon témoignage à chaud, on va dire, qui date d'1 an maintenant. Qu'est-ce que je peux ramener d'autre? Voilà, je peux répondre aux questions. Je répète que c'était le SDIS de Poncherby, qui sont pas très loin d'ici, soit 2-3 km, et donc c'est l'intervention rapide des pompiers rapides. Le GRDF, c'est exactement pareil. Mais quand une conduite de gaz 4 bars fuit, c'est spectaculaire, impressionnant, et c'est difficile à maîtriser, de ne pas prendre panique, rester calme dans ces moments-là. Il y a vraiment de la panique sur les gens quand il faut évacuer. J'ai mon chat, j'ai mon chien, j'ai mes enfants. Oui, c'est toute cette partie d'évacuation qui a été extrêmement délicate, et il faut évacuer, quoi. Voilà. Voilà, je peux répondre aux questions si vous en avez.
Merci de votre écoute. Merci pour ce témoignage. Je vois pas de questions à l'oral ni à l'écrit. Ok, écoutez, je vous propose que pour clore ces ateliers, bien écoutez, je laisse la parole à Jean-Marc Lanfray, qui est le vice-président de TE38 en charge des concessions au syndicat, qui sont cette année organisés de manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à présent, à savoir deux ou trois réunions dans les territoires consacrées à la sécurité des ouvrages, des travaux aux abords des ouvrages. Je sais pas, Monsieur Lanfray, vous pouvez allumer votre micro? Effectivement, ça marche mieux. Très bien. Oui, donc merci de me laisser la parole pour clôturer ce webinaire et par là même clôturer cette semaine dédiée là, aux ateliers de sécurité gaz. Effectivement, Bruno, vous l'avez rappelé, pas forcément très convivial, mais malgré tout assez pratique. J'espère que tout le monde y aura trouvé son intérêt et que cela aura été instructif pour tous ceux qui y auront participé. Il revient de remercier tous les organisateurs, les concessionnaires, GRDF, Greenalp, Primagaz, les AODG, avec Grenoble-Alpes Métropole, que je remercie également pour sa participation et la présentation, associé Bruno, le partenaire Géoprocess, et puis TE38, un territoire d'énergie Isère, pour lequel je vais adresser une mention tout à fait spéciale de remerciement pour les services avec lesquels j'ai commencé à travailler dans ce mandat, puisque effectivement j'en suis le vice-président en charge des concessions. Service que j'apprends à découvrir, à travailler avec eux, mais où je me suis déjà rendu compte qu'on avait de grandes opportunités de travail, on avait des réelles compétences et vraiment une capacité de travail qui m'impressionne tous les jours. Et notamment pour la préparation de ces webinaires. Je n'aurais assisté qu'à celui-ci, mais franchement, très, très beau travail, et donc félicitations encore à tous et remerciements aux participants, à tous les participants. Voilà, je ne serai pas bien plus long. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et surtout, je vous souhaite de n'avoir à jamais à vivre tout ce dont, à part Monsieur Pommet, ça nous est arrivé aussi il y a beaucoup plus longtemps dans notre commune. J'étais pas élu à l'époque où on a eu également un problème gaz à proximité de la mairie et des écoles. Voilà, donc je vous souhaite à tous de n'avoir à jamais à mettre en pratique tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci Monsieur Lanfray, merci Monsieur Pommet pour votre prise de parole. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ces ateliers vous auront apporté plus de connaissances. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous rappelle que tous les replays et les présentations seront disponibles sur le site de TE38. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Belle journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.